Bonjour, bienvenue dans ce tuto de i3D Express, donc logiciel qui permet de réaliser des incrustations 3D dans les logiciels d'image de synthèse tels que 3ds Max, Blender ou Artlantis par exemple. Je reprends ici sur une image standard pour bien vous montrer toute la démarche, c'est-à-dire que j'ai chargé une image dans le logiciel et puis ensuite je veux travailler sur une autre image. Donc, première chose à faire systématiquement, c'est de venir réinitialiser le logiciel afin que tous les paramètres qu'il a pu mettre en œuvre disparaissent complètement et vous permettent donc de charger l'image sur laquelle vous voulez travailler. Donc ici on a plusieurs onglets. Les principaux qu'on va utiliser dans ce tuto sont celui du fichier pour charger une image et pour exporter également cette image, enfin pour exporter les résultats de l'incrustation 3D, et l'onglet oblique qui va vous permettre justement de calculer la position exacte du photographe ainsi que des conditions de prise de vue, ceci afin de les reporter dans un logiciel, en l'occurrence ici 3D Studio Max. Première chose, donc ici on va charger une image depuis l'ordinateur, celle-ci par exemple. Alors, comme vous le voyez ici, cette image est très largement plus grande que votre écran, ça n'est pas bien grave. En fait, ici dans la zone paramètres, vous avez la possibilité de modifier sa taille de façon automatique, ici en adaptant l'image à l'écran de travail, première chose. Et dans un deuxième temps, ce qui est une petite astuce, vous pouvez également ici adapter l'écran de travail, c'est-à-dire toute cette zone-là, de l'adapter directement aussi à la taille de votre image. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une image, on voit deux traits ici gris, qui correspondent en fait au centre optique, c'est-à-dire ici on se retrouve au centre de la photographie. Cela va nous permettre en fait de sélectionner les images les plus intéressantes, les segments de lignes les plus intéressants pour venir calculer la perspective, calculer donc la position du photographe. Parmi les choses à retenir, il faut faire bien attention dans le choix des lignes, notamment de toujours choisir des lignes qui sont au plus près, c'est-à-dire que les lignes qui vont nous permettre d'évaluer où se trouve la ligne d'horizon de cette photographie et comment les lignes de fuite se rejoignent sur cette ligne d'horizon. Il faut faire en sorte de toujours choisir des lignes qui sont au plus près de ces deux lignes, donc verticale et horizontale. Si vous prenez des segments de lignes de référence trop près des bords de l'image, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup d'erreurs dans la mesure où, en général, dans une photo, vous avez des déformations optiques qui sont toujours dans la région, telle que je l'indique ici, dans cette région-là, vous avez donc des déformations importantes de l'image qui faussent en fait les lignes de perspective. Donc en fait, il faut prendre des lignes au maximum au plus près du centre ici de l'image. Dans le cas présent, on a ici, on voit bien ici, c'est un cas classique, on voit bien ici des lignes qui fuient dans la réalité. Ici, elles fuient et vont se croiser sur la ligne d'horizon. De la même manière, ici on a un bâtiment, l'objectif étant de prendre des lignes qui soient perpendiculaires dans l'espace réel de la photographie. C'est-à-dire ici, sur ce bâtiment, les murs sont perpendiculaires normalement. Donc l'idée c'est de prendre à la fois des lignes qui vont nous permettre de calculer un premier point de fuite et la position de la ligne d'horizon, et ici une autre ligne supplémentaire qui va nous permettre de calculer l'autre fuyante, calculer la perspective dans l'autre sens. On a ici affaire évidemment à une perspective à deux points de fuite. En réalité 3, dans le cas présent on va s'occuper juste de deux points de fuite. Donc pour ça on vient ici donc dans oblique, c'est ici qu'on va effectuer tous les calculs. Première chose, nous avons deux outils, segment 1 et segment 2. Le segment 1, on va le placer directement sur l'image en suivant une fuyante de cette image. Par exemple ici, cette espèce de corniche comme ça, vous pouvez repositionner, le cercle vous indique la zone d'influence, comme vous voyez pour placer votre segment. Donc ici, on vient repositionner, par exemple ici, voilà, comme ceci. Et ensuite, je prends donc un deuxième segment, et c'est le croisement des deux segments qui me permettra d'obtenir la ligne d'horizon, ainsi qu'un des points de fuite de cette photographie, cette perspective.
Donc une fois que j'ai placé le premier segment, je prends donc le segment 2. Petite astuce, lorsque vous êtes sur des bâtiments, il vaut mieux toujours privilégier, donc toujours des lignes proches ici du centre optique, mais également privilégier des lignes qui se situent sur les fenêtres. En effet, dans un bâtiment, le sol peut être pentu, le toit peut être également déformé. Par contre, les fenêtres en général, elles sont, sauf choses bizarres, elles doivent être normalement toujours horizontales. Donc c'est une petite astuce pour retrouver, ce qui permet de trouver des points de repère assez facilement, de toujours se caler sur des bords de fenêtre, par exemple, ici. Ces deux lignes trouvées, nous avons une méthode toute simple ici, qui va permettre de calculer le croisement de ces deux lignes, la position de la ligne d'horizon, ainsi que la position du premier point de fuite. Donc une fois placés les deux premiers segments, on appuie sur le petit bouton qui est là, calcul de point de fuite, et sur cette petite cible. Cette cible n'apparaît que si vous avez au préalable placé les deux segments. Voilà. Donc les deux lignes ont fui comme ça, on se retrouve avec une ligne d'horizon, la ligne rouge, ici, et on voit ici un axe jaune qui vient pointer sur le point de fuite, qui est par là. Donc il nous reste en fait à définir la deuxième direction, qui correspond donc ici à la perpendiculaire à cette façade, pour trouver le deuxième point de fuite de cette photographie. Donc on désactive l'option qui est ici, on reprend le segment 1, seul le segment 1 est utilisé, et pas le segment 2. Et là, à nouveau, sur les bords de fenêtre, on vient rechercher, on vient repositionner comme ceci. On peut s'écarter un peu pour trouver plus précisément. Voilà. On doit être à peu près bien. Ça ne sert à rien de trop s'écarter, hein, il faut simplement faire en sorte que le segment suive bien le bord des fenêtres dans la zone qui est ici. Donc même si vous vous écartez, cherchez pas des points au-delà, essayez de faire en sorte que cela soit dans le bon axe. Une fois que c'est fait, on lui dit de rajouter un deuxième point de fuite, ici. Comme vous voyez, il s'est fixé là. C'est la projection en fait, de ce segment sur la ligne d'horizon. Ensuite, vous pouvez déplacer l'axe, qui se trouve ici, pour vérifier que la perspective que vous avez trouvée est cohérente. Par exemple, ici je place cette ligne-là, je vois qu'effectivement, ça semble bien suivre la forme du bâtiment. Éventuellement ici, plus je m'écarte, plus je rencontre d'erreurs, plus de possibilités donc que la ligne s'écarte de la fuite. Mais là, ici, on voit que globalement, il s'en sort plutôt pas trop mal. Ici, on a la place, et de la même manière, de ce côté-là. Dernier point, c'est en fait, on va essayer de reconstituer cette perspective au sein d'un logiciel de 3D. Pour cela, il nous faut en fait une seule hauteur que l'on choisit. L'idée, c'est de placer l'axe en fait toujours au plus proche de notre centre optique et de faire en sorte en fait de trouver un endroit qui nous paraisse suffisamment parlant ici et dont on connaisse approximativement, ou en tout cas assez bien, ici la hauteur. Vous avez dans les options d'affichage la possibilité d'afficher votre axe en clair si jamais il n'est pas assez visible. Et donc ici, l'idée c'est de dire quelle hauteur réelle, dans la vie réelle, cette table fait. On obtient ici, on déplace le curseur. En général, on peut le déplacer comme ceci, ou alors utiliser les flèches de votre clavier pour venir ajuster la hauteur de l'axe. Enfin, l'idée c'est que, ici on a 121 pixels, la hauteur que nous avons ici sur l'image. L'idée c'est de savoir dans la réalité quelle hauteur effective fait cette fenêtre. Hauteur qu'on va reporter ici. Attention cependant, lorsque vous choisissez ici la hauteur, par exemple on peut imaginer que ça fait 70 cm, si je tape 70, ça signifie que lorsque je vais exporter mes données, elles vont tenir compte du fait qu'on a choisi 70. Autrement dit, ça signifie que par exemple ici, il faudra que dans 3ds Max, vous modifiez les paramètres d'unité de telle sorte à être en centimètres pour correspondre à cette hauteur. Si par exemple dans 3ds Max vous êtes en mètres, et bien ici, vous mettez 0.7, d'accord, ce qui vous donne l'équivalent en mètres. Donc en fait, c'est vous qui choisissez en fonction des unités utilisées dans votre logiciel de 3D. Une fois que vous avez ça, vous calculez tous les paramètres en appuyant ici sur cette focale. Ce bouton qui calcule la focale
est adapté à 3D Studio Max. Il vous donne donc la focale optique, les différents renseignements, plus ou moins intéressants, et ici, il vous donne également la distance en utilisant les unités que vous avez définies, donc ici on est en mètres, donc en fait ça signifie que le photographe se situe effectivement à environ 3,60 m de ce coin de table. Il ne nous reste plus que, puisque nous avons calculé tous les paramètres, il ne nous reste plus qu'à exporter vers 3ds Max. Le calcul a été fait, j'appuie sur exporter, on fait CTRL-C pour copier en mémoire les données qui vont être exportées, on fait OK. On passe sur 3ds Max, et ici on vient recopier dans la zone de script. Voilà. On sélectionne la vue dans laquelle on veut placer la caméra. Ici, on fait CTRL-V et on appuie sur Entrée. Évidemment, avant ça, au préalable, on vérifie que dans les unités, nous sommes bien en mètres. Attention, puisque là, on est en centimètres, et on a mis donc ici, ainsi que les unités système qui doivent être également dans la même unité. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, on appuie sur Entrée et le logiciel va créer la caméra dans les mêmes conditions de prise de vue. Ici, il nous suffit ensuite de faire Maj F dans la vue caméra. On se retrouve ici avec les proportions exactes de la photographie. On a, à l'emplacement, on avait fait un axe, on plaçait l'axe dans i3D Express, on retrouve ici une boîte qui se trouve aux coordonnées 0, 0 et 0 de la grille. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher l'image, donc ici, fichier, et on fait OK. On retrouve ici cette image. Si je crée une boîte, par exemple ici, à la base, eh bien, vous voyez, elle suit immédiatement la perspective. Tous les éléments que vous allez faire pour pouvoir travailler. Petite chose à bien faire, auquel il faut bien faire attention, c'est dans les paramètres de rendu, ici, vous avez la dimension du rendu qui correspond à la dimension de l'image. Or, l'image, vous voyez ici, elle fait 2048 sur 1365, c'est sa taille réelle. Lui, il a repris les paramètres de zoom que vous avez modifiés ici. Rien ne vous empêche, évidemment, ici, de remettre les mêmes paramètres. C'est-à-dire qu'ici, on a ces paramètres-là. Donc, si je verrouille ici, par exemple, c'était 2048, je crois, 2048, je fais entrer, il me remet la taille de l'image. Attention, cependant, le logiciel a configuré donc la taille du rendu et il a également ici modifié l'aperture. Très important, vous ne pouvez pas, une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas modifier, aller chercher d'autres valeurs que celles définies par i3D Express. Autrement dit, vous devez impérativement garder 36 mm d'aperture, qui est la valeur par défaut définie par Max. Si jamais vous modifiez ce paramètre-là, les calculs de focale ne correspondront plus entre les deux logiciels. Si je ferme cette fenêtre, si je sélectionne donc ma caméra, on retrouve donc ici la caméra avec les paramètres que j'avais calculés de l'autre côté. Voilà, c'est terminé pour ce tuto.